Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur AJK TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. Nous venons de finir les 2 tours des élections législatives de mars 2020. Les résultats ont été proclamés le 30 avril 2020 par le président de la Cour constitutionnelle avec un taux de participation de 35,25% pour 147 sièges. Ces élections ont été marquées par un grand mouvement de contestation des résultats. Aujourd'hui, pour en savoir davantage, nous recevons Suleiman D, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, et M. Hamidou Doumbia du parti Yelema. Bonjour et bienvenue sur le plateau de AJK TV. Bonjour. D'accord. Alors, messieurs, nous allons commencer par le thème de ce numéro, c'est quel est le bilan des élections législatives 2020. Alors, première question, on commence par vous, M. Doumbia. Les politiciens. Ok. Que devons-nous retenir comme bilan de ces élections législatives qui viennent de se finir? Ok, merci à vous et merci à tous ceux qui nous regardent actuellement. Avant de parler des élections législatives, j'ai d'abord une pensée pour l'honorable Soumaïla Cissé, qui aujourd'hui est privé de sa liberté. Il est privé de sa liberté parce qu'on lui avait promis qu'il allait être sécurisé, qu'on allait organiser les élections législatives en toute sécurité. Durant ces élections, il a été privé de sa liberté. C'est un début pour parler un peu des bilans un peu de ces élections législatives qui a été marqué au premier tour par l'enlèvement de Soumaïla Cissé et qui, pendant le début de la moitié de la campagne du premier tour, a été émaillé par aussi le Covid-19. Donc nous avons organisé quand même les élections avec beaucoup de difficultés. Et beaucoup de nos concitoyens étaient vraiment réticents à l'organisation de ces élections après l'apparition du Covid et même nous au niveau du parti aussi. Lors du cadre de concertation, on avait demandé au président de la République, au gouvernement de le reporter parce que ça allait faire un début de quelque chose parce que les uns et les autres allaient dire quand même que les hommes politiques ont donné l'exemple. Mais c'est au gouvernement. Politique propose, mais c'est au gouvernement d'analyser. Le gouvernement analysé a décidé de maintenir les élections. On a maintenu les élections, et le taux de participation n'a pas été autant élevé que par le passé. On a maintenu les élections, les citoyens, certains citoyens ont décidé de sanctionner tout simplement de ne pas aller voter. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas eu trop de changements par rapport au trio de tête. À l'issue des élections, parce que très souvent c'est les partis, actuellement c'est les partis traditionnels qui ont dominé aussi, l'ADEMA, l'URD et le RPM, qui sont en tête. Cela se comprend, parce que les forces du changement ou les Maliens qui vont voter par conviction, très souvent sont restés à la maison. Et c'est la force de l'argent qui a surtout parlé lors de ces élections. Les plus riches, c'est eux qui ont remporté le plus. C'est quand même un moment pour nous de tirer les leçons et de nous dire que l'argent a un poids énorme dans notre démocratie et qu'il convient de le voir, de l'analyser et de le circonscrire pour que dans les jours à venir on puisse avoir des élus qui soient des élus qui reflètent effectivement la volonté du peuple mais pas la volonté de l'argent. Merci beaucoup M. Doumbia, vous avez fait le tour des questions. Là on va revenir en détail. Monsieur Suleiman D, quel est le bilan selon vous qu'on peut tirer de ces élections 2020? Permettez-moi de joindre ma voix à celle de mon co-débatteur M. Doumbia pour saluer en tout cas tous les adeptes de AJK Télé et effectivement avoir une pensée pieuse à toutes ces personnes qui en ce moment sont privées de leur liberté et qui souffrent bien sûr de la critique couvre-feu, état d'urgence et urgence sanitaire et qui chaque jour que Dieu fait voient leurs conditions de vie se dégrader. Maintenant, nous ne sommes pas politiques, nous sommes universitaires et de surcroît juristes. Lorsqu'on nous pose la question de savoir ce qu'on retient de ces élections, c'est le cœur serré que je le dis, ces élections reflètent la violation du droit, mais dans tous ses aspects. Et ce processus électoral, dans tous ses aspects, n'a pas respecté l'état de droit.
Et à cela, je l'ai dit, hein, ça ajoute à de la confusion et ça ajoute à la décrédibilisation de la Cour constitutionnelle, parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'entre, bien sûr, vers la fin du mandat des députés, que le Premier ministre demande, en tout cas l'exécutif demande à la Cour la possibilité de proroger le mandat et que la Cour donne un non catégorique, et que en moins de 2 semaines, que l'Assemblée nationale demande et que la Cour donne bien sûr son feu vert. On ne peut pas comprendre que sur une même question d'espèce, que la Cour puisse donner 2 décisions différentes. Et donc à partir de là, même au moment de la convocation du collège, on a vu que le décret portant convocation du collège s'appuie sur la loi de 2012, du 2 mars 2012 portant organisation administrative en République du Mali. Et naturellement, lorsque la Cour constitutionnelle rend son arrêt de proclamation des candidats, la Cour devait viser obligatoirement l'ensemble du corpus juridique visé par le décret. La Cour délibérément, je dis bien délibérément, a refusé de viser la loi du 2 mars 2012 pour la simple raison que cette loi du 2 mars 2012, une fois visée, on ne pouvait pas tenir les élections dans les conditions qu'on vient de les tenir. C'est-à-dire, comme exemple simple, Taoudeni n'est pas une institution électorale en matière d'élection législative, Ménaka n'est pas une institution électorale en matière d'élection législative, Bougouni, Djoïla et toutes ces nouvelles régions qui ont été créées, et on sait que la loi électorale au Mali dit que c'est le centre qui a une institution électorale et non la région. Donc, on a bien vu que dès le départ, la Cour a décidé de biaiser les processus électoraux en violant elle-même les règles juridiques qui encadrent les élections au Mali. Donc si vous nous demandez qu'est-ce qu'on retient, c'est ce que nous retenons, bien sûr. C'est vrai que peut-être dans le processus d'explication qu'on va avoir tout au long de ces débats, il y a ce qu'on retient, c'est le caractère inédit de l'organisation des élections au Mali, de ces élections législatives au Mali. On a organisé ces élections dans des conditions inouïes, c'est-à-dire que nous étions en période d'état d'urgence, en période de couvre-feu et en période d'urgence sanitaire. Alors, je n'ai vu ça dans aucun pays du monde. En tout cas, dans un pays démocratique, qu'on ait pu organiser les élections dans un pays démocratique en état d'urgence, en urgence sanitaire et en couvre-feu. Ça pose la question ou la problématique de la validité de ces élections-là, de la garantie de la sincérité de ces élections. Donc si vous me demandez à nous juristes ce que nous pensons ou ce que nous retenons de ces élections, c'est tous ces aspects que nous mettons en avant. Et comme je viens de vous le dire, ce ne sont pas des aspects propices à valider les scrutins ou les 2 tours que nous venons de voir. D'accord. Merci beaucoup, M. Souleymane. Nous allons partir à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, parce que tous les partis politiques, surtout les partis qui inspirent le changement, vous avez dit, c'est les partis traditionnels qui ont plutôt eu beaucoup de voix. Maintenant, dans l'ensemble, pourquoi les résultats de la Cour constitutionnelle suscitent tant de réclamations et de manifestations? Ok, je vous remercie pour cette question. Il y a beaucoup de réclamations, mais les gens disent plutôt que la Cour a nommé des députés par un moment. Les réclamations ne sont pas les faits du hasard, c'est des faits tangibles. Si la Cour ne dit pas le droit, c'est normal que les uns et les autres contestent. Moi, je suis le directeur de campagne de la liste PRVM Yéléma en commune 1. Moi, dans ma commune, on m'a privé de 3 quartiers. C'est que la Cour a annulé des voix dans 3 quartiers de la commune sur 9. Et bizarrement, ces 3 quartiers, c'est les quartiers où nous avons gagné avec beaucoup d'écart. Et la Cour s'est basée sur des arguments juridiques qui ne sont pas fondés. Parce que tout simplement, au moment où, chez nous, ils parlent de l'OBA qui ont été recrutés, c'est eux qui le disent, alors que ce n'est pas vrai. Ils disent que les opérations ont été perturbées. Ils ont, sur cette base, ils ont annulé les quartiers. Et les uns et les autres ont tout simplement vu. Si vous dites le droit, les faits sont perceptibles. Par exemple, chez nous, à Doumanzana, où le quartier a été annulé, c'est le quartier où il y a eu le plus de votants. De votre liste? Non, non, pas de notre liste. Globalement, le nombre d'électeurs qui est sorti à Doumanzana, sur les 9 quartiers de la commune 1, c'est le quartier qui a le plus de taux de participation. Alors, comment est-ce que les opérations peuvent être perturbées là-bas que le taux de participation puisse être plus élevé que dans les autres communes? Et paradoxalement, la même Cour, dans d'autres localités où il y a eu, selon des plaintes, des menaces
En termes d'armes, la Cour a tout simplement dit non. Il y a 10 000 voix d'écart entre vous et les autres, mais ça ne tient pas votre argumentaire pour dire qu'il y a eu des perturbations. Vous voyez un peu la flexibilité des argumentaires de la Cour en fonction de ce qui arrange le pouvoir. Donc, ce qui fait que les uns et les autres se sont sentis volés. L'administration territoriale a proclamé les résultats. À Bamako, le RPM se retrouvait avec un seul député. Après la proclamation de la Cour constitutionnelle, à part la commune 4 et la commune 3, où le RPM n'était pas au deuxième tour, mais partout où le RPM était au deuxième tour, la situation s'est renversée en faveur du parti au pouvoir. Tout observateur averti le voit. Les contestations que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas les partis politiques qui demandent aux uns et aux autres de sortir. C'est les citoyens eux-mêmes qui sortent parce qu'on les a fait sortir avec les risques sanitaires. Ils ont pris des risques, ils sont allés voler. Et la Cour s'est permis de ne pas considérer la voix de ces citoyens. Partout dans le pays, c'est ces citoyens qui sont révoltés, qui réclament leur voix. À Manzana, à Fadjigila, à Sikoro, dans d'autres localités, à Bouni, à Sikasso, à Kati, les citoyens sortent de manière spontanée et demandent leur voix. Parce que tout simplement, le rêve de la démocratie qui nous a été vendu, on nous a dit que la démocratie c'est la voix du peuple. Et ceux qui doivent être les garants de la démocratie sont aujourd'hui les fossoyeurs de la démocratie. Ils sont là aujourd'hui à voler la voix des paisibles citoyens. Ils sont là aujourd'hui à décourager même ceux qui croient encore aux élections. Parce que la plupart de nos concitoyens, depuis l'avènement de la démocratie à aujourd'hui, ne croient même pas aux élections. Vous demandez aux uns aux autres dans la rue, ils disent non, on ne va pas voter, ça ne sert à rien. C'est les dirigeants qui choisissent leur voie. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, avec la complicité du pouvoir, contribue aujourd'hui à creuser un fossé entre les citoyens qui ne croient pas aux résultats des élections et le politique qui est en train de convaincre le citoyen à sortir et à faire le choix. Aujourd'hui, on nous met dans une situation très difficile. Aujourd'hui, le pouvoir, en complicité avec la Cour constitutionnelle, est en train de rentrer dans l'histoire de la plus mauvaise des manières, parce qu'ils seront là à contribuer au faible taux de participation des prochaines élections. D'accord. Merci beaucoup, M. Bounia. Maintenant, analysons un peu la Cour d'ennemis juridique. Est-ce qu'il y a une raison juridique qui vous pousserait à dire qu'on doit contester la Cour constitutionnelle? Oui, effectivement. En fait, ce qui se passe, il faudra que les gens fassent très attention. On entend partout les gens dire que lorsque la Cour rend un arrêt, l'arrêt est incontestable au motif qu'une fois qu'elle statue, bien sûr, on passe au caractère absolu de la chose jugée. C'est vrai que, vu le corpus, en tout cas dans notre corpus législatif 94, quand on regarde bien, lorsque la Cour statue, ces arrêts sont incontestables. Mais, regardons bien, il y a quand même, à ce niveau, des atténuations à retenir. Nous nous référons beaucoup sur la France. D'ailleurs, beaucoup pensent que notre constitution est calquée sur le modèle français. L'article 59 de la Constitution française précise que la Cour le Conseil constitutionnel a l'obligation d'accéder au recours en contestation des résultats des élections législatives et des élections des sénateurs. Au Mali, cet article 59 n'apparaît pas dans notre Constitution, mais le règlement intérieur, qui est aussi une loi organique, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle prévoit dans son article 10 qu'on peut accéder également à ces mêmes contestations et bien sûr procéder à des demandes de rectification. Et à ce niveau, déjà, il n'y a pas de polémique. Ce qui s'est passé pour nous, en tant que juriste, tout Malien doit contester cet arrêt de la Cour constitutionnelle. La proclamation des résultats. Oui, et je m'en vais donner juste un exemple. Le délibéré qui a été lu par le président de la Cour constitutionnelle, à partir du moment où ce délibéré est différent de l'arrêt qui a été publié dans le journal officiel, il y a une duplicité dans les résultats de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est très très grave. On peut même invoquer de la forfaiture. Et malheureusement aujourd'hui, c'est que les Maliens ne tirent pas les leçons du passé et on ne veut pas parler de droit et d'intimidation en 2019, on ne veut pas que les gens comprennent.
le délibéré de Manassa était différent de l'arrêt qui a été proclamé. Et ça, c'est nulle part dans le monde, ça ne peut prospérer. Nulle part, je dis bien. Et donc, je n'ai même pas besoin de revenir sur beaucoup de détails. Et ça me suffit comme argument pour contester l'arrêt. Vous ne pouvez pas comprendre que le président de la Cour constitutionnelle est élu devant tous les Maliens. Kayan Folila, c'est le parti Adema qui a gagné en donnant les noms des candidats de l'Adema. Elle ne connaît pas les candidats. Comment est-ce qu'elle a pu savoir que la candidate s'appelle Djeneba Diakité si elle n'avait pas ça devant, sous ses yeux? On ne peut pas comprendre. Donc ça voudrait dire qu'elle avait un résultat différent du résultat qui était dans les journaux officiels. Deuxièmement, le président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas juridique, mais elle habite Badlabougou. Donc elle connaît mieux que quiconque que Badlabougou n'est pas la commune 4. À la lecture du délibéré, on a entendu que Badlabougou a été comptabilisé en commune 4. En tout cas, dans la lecture de son délibéré. Donc, même ces autres conseillers ont attiré son attention sur le fait que non, c'est une erreur. Elle a dit non, laissez-moi continuer, on corrigera après. Ça voudrait dire deux choses. Soit que la Cour avait préparé, nonobstant les recours et les requêtes, déjà son résultat, avant même qu'on ne la touche avec les requêtes, la Cour avait fabriqué un résultat. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on ne peut pas comprendre. Et quand vous demandez à un juge, c'est ce qui m'importe. L'autorité absolue de la chose jugée ne peut pas être invoquée dans cette situation. À partir du moment où des soupçons forts, des doutes très forts persistent que la Cour a eu à faire une duplicité, en tout cas, s'est rendue coupable de duplicité dans le résultat qui a été proclamé le 30 avril 2020. Maintenant, est-ce que les manifestations, sortir, brûler les pneus ou même... Alors, vous savez que les manifestations pour nous, d'ailleurs, nous sommes en démocratie. L'article 5 de la Constitution du Mali autorise tout Malien de contester, de manifester. Pacifiquement, bien sûr. Pacifiquement. La manifestation, tant qu'elle est pacifique, elle est autorisée, elle ne doit pas être réprimandée. Alors, comment comprendre? Il faudra aussi qu'on puisse avoir le bon sens dans ce qu'on fait. Ce que la Cour, si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails, c'est que la Cour a fait est très difficilement compréhensible. On a les centralisations, c'est-à-dire on a un résultat du ministère de l'administration territoriale. Aucun problème n'a été soulevé à ce niveau. Mais parce que le ministre de l'administration territoriale ne donne pas le résultat définitif. On a les résultats de la CENI. Il est extrêmement difficile d'avoir le résultat de la CENI, voir un parti gagnant au niveau de la CENI, le même parti gagnant au niveau de l'administration territoriale et qui est arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, ces partis-là, on inverse les résultats. C'est extrêmement compliqué. Je vous donne l'exemple de Kati. Bon, moi je suis de l'association électorale de Kati. À la CENI, c'est l'alliance PRVM, FASOCO, ASMA, IMRDA qui passe. Au ministère de l'administration territoriale, c'est la même alliance qui passe. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, on inverse. Et là, ce qui est très important à signaler, la Cour a annulé 62 bureaux de vote dans la circonscription électorale de Kati, au motif que les présidents des bureaux de vote et des assesseurs ont été changés. Sauf que ce que la Cour ne dit pas, les présidents et assesseurs dans la circonscription électorale de Kati ont été remplacés dès le premier tour. Parce que c'était des enseignants qui ont décidé de boycotter, donc qui ne s'étaient pas présentés à la formation, on a procédé à leur remplacement. Et ce sont eux-mêmes qui ont fait le premier tour, qui ont fait le deuxième tour. Alors si le scrutin du premier tour a été validé, il n'y a pas de raison qu'on invalide le scrutin du deuxième tour. Première chose. Deuxième chose, l'électeur qui va voter, il n'est en rien dans les processus des élections, de l'organisation. Ce n'est pas l'électeur qui organise les élections. Ce n'est même pas les candidats qui organisent les élections. Alors comment va-t-on sanctionner l'électeur et le candidat? Parce qu'une autorité administrative, quelque part, a peut-être commis une faute. Et on ne peut pas comprendre que la Cour ait accédé à ces constats d'huissier, alors que dans plusieurs localités, la Cour a rejeté les mêmes constats d'huissier. Donc on comprend aisément la frustration des jeunes des quartiers qui sont aujourd'hui en train de manifester leur mécontentement. La même chose à Sikasso. Malgré les amputations, malgré les suppressions des voix, à Sikasso, c'est l'alliance Adema qui est toujours devant. Donc ces erreurs de calcul sont inadmissibles et qu'aucun Malien ait pu, comme il a dit M. Doumbia,
de démocratie ne peut admettre cela. Donc ces manifestations pour nous sont de droit et sont légitimes. Après, peut-être dans les détails, encore plus loin, on vous apportera. Donc juridiquement, oui, si on ne peut pas contester, si on ne peut pas bien entendu contester un arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt est discutable. Et d'autant plus que moi je n'appelle même pas un arrêt, parce que je ne sais pas qu'est-ce que la Cour a rendu comme décision finalement. Le délibéré étant différent de l'arrêt publié, donc pour nous, c'est nul et non avenu. D'accord. Monsieur Doumbia, parlons maintenant des hommes politiques. On a vu aussi que des personnes en conflit juridique se sont portées candidats. Est-ce pour fuir à la justice? Est-ce que être dans un parti politique ou sur une liste aux élections est un moyen pour les politiques maliens de fuir la justice? D'autant plus que vous-même, vous êtes militant d'un parti politique. De toute façon, sur le plan juridique, il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un qui soit en prison se porte candidat dès lors qu'il y a la présomption d'innocence. Ce dont je fais appel, qui doit être aujourd'hui le cheval de bataille de tout politique, c'est l'éthique. Avant d'accuser le candidat lui-même, il faut accuser son parti. Le parti qui accepte la candidature d'une personne qui est soupçonnée de vol est un parti sur lequel on ne doit pas compter. Mais il s'agit du parti au pouvoir. Pas le parti au pouvoir seulement, même ceux qui sont alliés avec lui. Parce que vous contribuez d'une manière ou d'une autre à le protéger contre la justice. Parce que, paradoxalement, c'est le RPM, l'URD et d'autres partis qui sont en alliance. Et Bagatola était le candidat du RPM. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'interroge, c'est d'abord, les partis politiques qui, au début, ont accepté de le prendre sur leur liste. Parce qu'ils devaient tout simplement dire au candidat, vraiment, tu es dans une situation, attendons la justice faire son travail. Ce ne serait pas bien vu pour notre démocratie et pour l'image de notre parti que vous soyez candidat. Ça, c'est un. Deux, c'est le citoyen lui-même. Parce que s'il est candidat, normalement, le fait qu'il est en prison, ça doit le désavantager par rapport à l'opinion. Et le résultat, le fait que la personne puisse bénéficier de plusieurs suffrages, montre que le citoyen ne vote pas par rapport un peu à l'éthique, mais le citoyen aussi a d'autres considérations. Donc quand on analyse ces différents aspects, on se rend compte que notre démocratie, nous avons vraiment beaucoup de chemin à faire, et au niveau des formations politiques, et au niveau même de la formation citoyenne, pour que les hommes politiques soient plutôt portés par leur crédibilité, par l'éthique, par aujourd'hui leur vécu, mais pas surtout par rapport à la force de l'argent. C'est ce qui pose énormément de problèmes et qui fait que aujourd'hui, tous ceux qui se portent candidats, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils aient eu à voler ou pas, qu'ils ne soient pas considérés ou pas, s'ils ont de l'argent, ils ont de la chance parce que le poids de l'argent est prépondérant dans notre démocratie. Les partis politiques, ce n'est pas des idées qu'on vend lors des élections, la plupart. Nous sommes là, nous parlons des personnes, nous essayons de financer des tontines, nous utilisons plus l'argent que l'idée. Donc ce qui fait que le citoyen se retrouve très confus et se dit, bon voilà, vraiment il n'y a rien, ils sont tous les mêmes, ils ne vont pas tenir leurs promesses, bon moi je choisis celui qui me donne le plus. Et c'est justement ça le problème. Et malheureusement, ces élections vont contribuer encore à faire émerger ce type d'électeurs qui ne croient en rien, qui se disent, bon, même si on vote avec notre intime conviction, on va voler nos voix. Et moi, je vais prendre mon argent, je vais aller voter, et puisque ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, à l'issue de ces élections, c'est ce type d'électeur qui va être réconforté un peu dans sa manière de penser. Parce qu'il y a des citoyens qui sont sortis, par exemple, à Kati, en commune 1. Si vous voyez les candidats, c'est des candidats jeunes qui n'ont pas assez de moyens financiers, mais qui ont pu avoir le cœur des électeurs. Et les cœurs conquis ont été brisés, malheureusement pour ceux qui doivent nous protéger tous, qu'est la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a une association mafieuse, une association de
du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire contre le peuple et les partis qui ont opté pour le changement lors de ces élections. Ah, d'accord. Monsieur Souleymane Dé, nous allons parler du contexte sécuritaire, le cas de Soumaïla Cissé. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je suis, comme tous les autres Maliens, très attristé par ce qui s'est passé. Soumaïla Cissé, c'est vrai que c'était un candidat à la députation, d'ailleurs il a gagné dès les premiers tours. Mais Soumaïla Cissé, en tant qu'homme politique, n'est pas n'importe qui. C'est le chef de file de l'opposition et il a été plusieurs fois challenger à l'élection présidentielle au Mali. Et donc, que ces derniers soient enlevés et que malgré tout cela, on puisse aller aux élections, je l'ai dit, c'est ce qui est très inquiétant. Comme je vous ai affirmé, l'enlèvement de Soumaïla Cissé, le couvre-feu, l'état d'urgence, l'urgence sanitaire, sont autant d'ingrédients sur le plan sécuritaire qui devaient mettre la puce à l'oreille de nos gouvernants que ces élections allaient aboutir à quelque chose de pas souhaitable pour les Maliens. Et malheureusement, nous sommes en train de vivre cela. Et même ce contexte sécuritaire, comme je viens de vous dire, la sécurité peut être physique, mais moi je vois même la sécurité au niveau même de la démocratie. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici sur l'article 83? Parce que c'est de ça aussi dont on parle. Il y a une insécurité juridique à partir de ces élections qu'on a introduites dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut se poser la question légitimement si les bureaux de vote étaient légalement composés? Qu'est-ce que nous appelons légalement composés? L'article 83 dit qu'il faut un président des bureaux, il faut des assesseurs de l'opposition, de la majorité. Alors, dites-moi, nous sommes allés jusqu'à donner l'exemple de Koulikoro. À Koulikoro, on avait le RPN et l'URD sur la même liste. Alors, qu'on nous explique, comment est-ce qu'on a désigné l'assesseur de l'opposition et l'assesseur de la majorité à Koulikoro, sachant très bien que l'URD effectivement est de la majorité, est de l'opposition et le RPN de la majorité. Donc, les bureaux de vote, au regard de l'application stricte de l'article 83, n'étaient pas régulièrement composés. Si on n'a pas pu annuler les élections dans tous les bureaux de vote où on ne pouvait pas désigner assesseur opposition majorité, on ne devait pas non plus annuler les voix des bureaux de vote au motif que les assesseurs et le moins président des photos ont été changés. Donc le contexte sécuritaire, c'est aussi ça. Vous allez vous rendre compte, depuis un bon moment, depuis la proclamation des 30, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on entende des tirs à Bamako. Hier, c'était la commune 3, enfin, Tomingorako précisément. On a entendu des tirs en commune 1 depuis quelques jours, on entend des tirs. Et sur quoi? Ce sont des tirs à balles réelles. Qui tire? Donc nous sommes en train de rentrer dans une zone de turbulence extrêmement dangereuse. Il faut tout faire pour que la gronde sociale puisse s'apaiser et puisse s'estomper. Au regard du droit comparé, ou même au regard des faits comparés, on ne le souhaite pas pour notre pays. Lorsque la rue se déchaîne, on a bien vu qu'elle a la possibilité d'arrêter plein de choses. Ante Abana s'est déchaîné ici au Mali. On a stoppé le processus du référendum qui était engagé. Au Burkina, c'est la rue. Ce n'est pas un coup d'État, mais c'est la rue qui a mis fin au régime des places compaorées. Donc le Mali traverse une période extrêmement difficile. Et ce sont les gouverneurs qui prévoient. On ne peut pas, à ce jour par exemple, parce qu'on parlait de contexte sécuritaire, où on a près de 60 000 enseignants qui sont privés de salaire depuis près de 3 mois, personne ne dit mot. Et c'est 60 000 potentiels chefs de famille dangereux qu'on crée dans la cité. Parce qu'ils sont des chefs de famille. Et ce qui est important à signaler à ce niveau, même là encore, le gouvernement est en faute. Tous les enseignants ne sont pas grévistes. Il y a des enseignants qui sont dans les administrations. Celui qui est dans les administrations, on ne coupe pas son salaire. Il y a des enseignants qui sont en formation. Celui qui est en formation, on ne coupe pas son salaire. Donc, autant de faits, à la fois juridiques, politiques et administratifs, qui concourent à amplifier le climat sécuritaire, le climat d'insécurité dans notre pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que tout le monde revienne à la raison. Que surtout l'exécutif revienne à la raison pour au moins respecter le droit. Quand l'exécutif lui-même ne respecte pas le droit face à tout ce qui se passe, oui, la désobéissance civile s'est inscrite dans notre constitution. De plus en plus, et c'est ce que nous disons tous les jours, le climat sécuritaire au Mali bascule aujourd'hui en faveur des citoyens qui va de plus en plus se méfier des gouvernants et défier les gouvernants. Donc c'est ce que nous appelons le couple
méfiance et défiance de l'autorité. Quand ça arrive, ce n'est bon pour aucun pouvoir. Alors nous sommes à la fin de ce numéro. Et votre message à l'endroit de la population malienne? Ce que je dis tout simplement comme message, c'est qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau de bain. Le Mali nous appartient tous. Nous devons protéger notre pays. Ibeka va partir un jour, mais le Mali va rester. Aux autorités publiques de leur dire qu'aucun pouvoir n'est éternel. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Vous pouvez faire des choses aujourd'hui qui vont vous rattraper demain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'était plaint d'avoir été volé en 2002. En 2007, il a fait la même chose. Aujourd'hui, en complicité avec la Cour constitutionnelle, il est en train de voler la nouvelle génération. Et il va garder ça dans sa conscience. Et ce pouvoir doit comprendre que personne ne peut nous faire reculer vers la marche, vers le changement. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui ne va pas décourager les jeunes. Nous allons nous battre pour nos droits. Nous allons nous battre pour que lors des prochaines élections, comme l'écart de 2000 et 3000, 10 000 peuvent être effacés par la Cour constitutionnelle, nous allons nous battre pour que les prochains écarts soient dans les environs des 20 000 voix, des 30 000 voix. Comme au Mali, nous ne sommes pas égaux devant la loi. Ceux qui doivent faire un effort, nous devons faire 10 fois plus d'efforts que nous l'acceptons aujourd'hui parce que c'est le type de dirigeants dont nous possédons aujourd'hui. Et nous allons nous préparer en conséquence. Mais c'est malheureux pour notre pays que les uns et les autres puissent être victimes d'injustice et que le pouvoir ferme les yeux. Mais l'injustice tue le pouvoir, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Monsieur Souleymane, l'injustice tue le pouvoir. Bien, évidemment, l'injustice tue le pouvoir parce que, voyez-vous, quand on parle de l'état de droit, c'est la soumission de tout sujet au droit. Le gouvernement même n'est pas au-dessus de la loi. Le président de la République, en tant que première institution de la République, n'est pas au-dessus de la loi. La Cour constitutionnelle elle-même n'est pas au-dessus de la loi. Donc quand les citoyens se rendent compte que de plus en plus sa voix ne compte pas et que, bien entendu, il est soumis au desiderata de la volonté de ceux qui le gouvernent, il y a de fortes chances que ces citoyens de plus en plus deviennent belliqueux. Les dirigeants, les gouvernants doivent donner le bon exemple. Il y a toujours moyen de l'attraper. Quand nous regardons toujours dans le passé, ce que la Cour constitutionnelle du Mali a fait, en tout cas nous n'avons relevé ça nulle part. Jamais la Cour n'inverse de cette façon les résultats. Et si vous regardez même, on a dit en 2012, le Conseil constitutionnel français a été saisi de 108 recours en réclamation. Et lorsqu'il a accédé, le Conseil constitutionnel quand même a annulé les élections dans cette circonscription. On aurait pu comprendre, face à toutes ces contestations, si la Cour avait annulé purement et simplement les élections dans toutes les circonscriptions électorales contestées pour nous demander à les reprendre. Donc en commune 6, en commune 5, à Kati, à Sikasso, à Yanfouila, à Bougouni. Oui, c'est peut-être ça aussi le bon sens. Le droit aussi, c'est bien sûr la considération environnementale, la considération d'ordre public que nous regardons. Donc quand on rend le droit, il faut rendre le bon droit. Parce que quand on ne rend pas le bon droit, le citoyen de plus en plus finira tous les jours par ne plus avoir confiance. Et ce manque de confiance, c'est ce qui entraîne cette désobéissance et ces contestations. Et de mieux, remettre à terre l'autorité de l'État. On sait déjà que personne n'a peur de l'autorité de l'État, parce que simplement, cela est dû au comportement, bien entendu, de gouvernants qu'il faut changer. D'accord. Alors c'est la fin de ce débat très intéressant sur le bilan des élections 2020 au Mali, des élections législatives. Un grand merci à nos deux invités qui ont vraiment donné beaucoup d'informations sur les élections législatives. Un grand merci à nos téléspectateurs. Ajikad Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.